Il a beau être agité, le ciel nippon s'apprête à accueillir le supposé 126e descendant du Soleil. Un pacte millénaire, scellé devant des délégations venues du monde entier. Un pacte millénaire qui unit le Japon et son nouvel empereur. L'empereur et le peuple, nous ne faisons qu'un. Dans les joies ou dans les peines, il est là. On pleure ensemble, on avance ensemble. Sans empereur, le pays serait un peu bancal. Légalement, il est seul à monter sur le trône du chrysanthème, celui que son père vient de lui laisser. Sa femme n'est qu'impératrice consort. Mais en réalité, pour de nombreux Japonais, ils sont bien deux, désormais, à incarner la nation. Car la jeune impératrice hérite d'une place déterminante, qu'elle doit à celle qui l'a précédée 30 ans plus tôt et qui a révolutionné l'image de ses éternelles secondes. Michiko. Alors que les impératrices avant elle étaient transparentes et silencieuses, elle est devenue le trait d'union indispensable avec un pays qui a dû totalement se réinventer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés d'Akihito, Michiko a bousculé les codes. Première roturière au monde à avoir épousé un futur souverain, elle a imposé sa vision d'une société moderne. Dans un Japon conservateur et patriarcal, elle a incité les femmes à prendre leur destin en main. Dans un Japon où le diktat de la performance règne, elle n'a eu de cesse de tendre la main aux plus faibles. Dans un Japon tourné vers le futur, cette pacifiste acharnée a accompli un travail de mémoire délicat, apaisant les blessures du passé avec les pays voisins. Un style qui a parfois irrité, dérangé. Tel un roseau, Michiko a plié, mais jamais n'a cassé et a su toucher le cœur des Japonais. Une force tranquille, qui s'est approprié un destin hors du commun. Bientôt, mon pays allait perdre la guerre. Je l'ignorais. Je vivais ces jours-là dans un lieu retiré, en ramassant des fleurs de Polonia. Janvier 1946. Michiko Shoda, 11 ans, découvre un Tokyo ravagé. Dans la chaleur des ruines encore fumantes, elle vit une rupture brutale et définitive avec son enfance. Une enfance choyée,
bercée par les mythes et légendes d'un Japon ancestral. Un Japon fier et fort. Un Japon qui désormais n'existe plus, résultat d'une folie guerrière commencée une quinzaine d'années plus tôt. En mal de richesse et de reconnaissance, cet archipel isolé s'est lancé dans une guerre de conquête, au nord et à l'ouest. Le slogan dominant à cette époque, c'est Fukoku Kyohei, c'est-à-dire un pays riche, une armée forte. C'est-à-dire que si les Japonais sont capables de mener des campagnes militaires contre les Chinois d'abord, puis ensuite contre les Russes, et de les gagner, c'est qu'ils sont un pays développé. À la tête de cette armée, l'empereur Hirohito. Monarque au pouvoir absolu, Dieu vivant, que l'on ne peut ni toucher ni même regarder. C'est en son nom que sont menés les assauts, que des civils sont tués en masse, que des prisonniers sont torturés. Et c'est en son nom toujours que des pilotes vont aller pilonner la base américaine de Pearl Harbor en décembre 1941, faisant basculer le pays dans la Seconde Guerre mondiale. Convaincu de sa supériorité, galvanisé par son alliance avec l'Allemagne nazie, le Japon de la jeune Michiko s'enfonce dans un fanatisme destructeur. En réalité, il était impossible de s'opposer aux ordres de l'empereur. Le fait de mettre en place un climat d'obéissance absolue, au nom d'un statut divin, est idéal, car c'est utile pour dominer les couches populaires quand on veut entrer en guerre. Pendant 2 ans, le Japon étend son emprise sur le Pacifique. Mais malgré les victoires, c'est un empire fragile qui vacille peu à peu face à l'avancée des troupes alliées. En novembre 1944, le martyre des villes japonaises commence. Méthodiquement, les bombardiers lâchent leur mortelle cargaison. Sur les ports, les voies de chemin de fer, les usines. Durant près de 10 mois. À Tokyo, les alertes se multiplient. Comme des milliers d'enfants japonais, Michiko est évacuée de la capitale, qui s'apprête à vivre l'enfer des flammes. Par 3 fois, elle doit reprendre la route. Quitter son refuge pour s'enfoncer toujours un peu plus dans les terres. 度重なる生活環境の変化は子どもには負担であり、私は時に周囲との関係に不安を覚えたり、なかなか折り合いのつかない自分自身との関係に疲れてしまったりしていたことを覚えています。C'est dans les livres qu'elle trouve un peu de réconfort, et dans les histoires qui ont bercé ses premières années. Comme celle d'un escargot, qui n'a de cesse de se plaindre de ses malheurs avant de comprendre que chacun a son fardeau de chagrin à porter. Michiko s'endurcit et ravale ses larmes. Il y a toujours dans l'esprit japonais, il y a pire que moi. Ne pas gêner est extrêmement important et inculqué. Il faut avoir beaucoup de pudeur et de réserve vis-à-vis de sa souffrance. C'est de là-bas qu'elle apprend la mort d'un de ses oncles tué dans un bombardement. De là-bas qu'elle devine l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki. De là-bas, enfin,
qu'elle entend pour la première fois, comme tous les Japonais, la voix de son empereur annonçant la fin de la guerre. L'empire du soleil levant est défait. Michiko doit désormais grandir dans un Japon méconnaissable. Un pays humilié, meurtri, en miettes. J'ai grandi à Tokyo, tout comme Michiko. Et je pense que nous partageons une expérience qui nous a marqués tout particulièrement. C'est d'avoir vu, au retour de l'évacuation, ce paysage. Notre ville complètement ruinée. Le Japon étant dans un état de sidération à ce moment-là. Il n'y a plus rien à manger. Et je connais de nombreux Japonais qui ont vécu cette période, qui se souviennent plus avec amertume de l'après-guerre que de la guerre elle-même. Parce que pendant la guerre, on mangeait encore à peu près. Mais dans l'après-guerre, il n'y avait plus rien. Michiko et sa famille sont épargnés par la famine. Mais ils partagent l'angoisse d'une occupation américaine qui se profile. Personne ne sait quel sort leur réservent ces diables blancs dont on leur a tant parlé. Quand le 30 août 1945, Douglas MacArthur, commandant en chef des forces alliées, pose le pied sur le sol japonais, lui, en revanche, a déjà arrêté sa stratégie. Le Japon est extrêmement proche de la Russie, surtout les îles au nord. Or, la guerre froide a commencé bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les Américains prennent vraiment au sérieux la menace communiste. Donc, pour eux, le Japon devait être la clé, le pivot de leur stratégie anticommuniste en Asie. C'est vraiment comme ça qu'ils voyaient le Japon. Washington décide donc de faire du Japon une vitrine de l'Occident dans la région. Les gens sont affamés, on leur donne à manger. Le pays est exsangue, on le reconstruit. Et pour s'assurer que l'ennemi d'hier adhère à son plan, MacArthur va s'appuyer sur un homme. Un homme que les Alliés souhaitent pourtant voir condamné à mort. Mais un homme, il le sait, que les Japonais respectent toujours, malgré la défaite. Hirohito. C'est la clé de voûte de la société japonaise. C'est ce qui rassemble. C'est ce qui fait que tout l'édifice tient. Une clé de voûte, vous l'arrachez, l'édifice s'effondre. Le génie de MacArthur, c'est d'avoir convoqué l'empereur. Il est persuadé qu'il va dormir en prison le soir. Et MacArthur, en fait, lui dit, écoutez, j'ai besoin de vous pour tenir ce pays, est-ce que vous êtes prêt à collaborer? Et l'autre, qui est persuadé qu'on va l'arrêter, lui dit, bien sûr, je collabore avec vous. Hirohito accepte de soutenir sans condition les réformes américaines à venir. Il reste sur le trône et sauve sa tête. Alors que ses plus proches collaborateurs sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, lui échappe à tout procès. Sa responsabilité n'est même pas évoquée. En échange, les Américains lui imposent une complète volte-face. Hirohito renonce à son statut divin, se résout à dissoudre l'armée et accepte d'être réduit à un rôle de symbole. Il est envoyé en tournée à travers tout le pays et présenté dans les médias comme un simple père de famille, partageant des moments complices avec son héritier, Akihito.
On lit parfois que la constitution d'après-guerre est une simple révision, alors qu'en fait c'est un changement radical de régime, une toute nouvelle constitution. C'est exactement comme lorsqu'en France, vous êtes passé d'une monarchie à une république. Du jour au lendemain, le pouvoir appartient au peuple. Tous les anciens princes de la famille impériale sont déchus de leurs droits et de leurs titres. Les terres, confisquées, et toute la noblesse du pays, abolie. Cette classe aristocratique perd absolument tout, donc le pouvoir, la richesse et la reconnaissance, le statut. Il y a un mot qui permet de décrire cette décadence, c'est le mot Shayozoku, soleil couchant. À côté de cette décadence de des familles aristocratiques, on assiste à l'ascension d'une autre classe qui est donc ce qu'on appelle des nouveaux riches. Parmi eux, le père de Michiko Shoda. Riche et puissant industriel, il est à la tête d'une des plus grosses compagnies céréalières du pays. Ce grand bourgeois et sa femme, qui ont voyagé en Europe avant la guerre, tiennent à ce que leurs enfants saisissent les nouvelles règles du jeu. Et c'est dans ce Japon, où tout est à construire, que la jeune Michi va être façonnée. Je forme le vœu, alors que j'atteins ma majorité, que les gens de ma génération cessent d'envisager un avenir sombre, fondé sur le passé, et rêvent d'un avenir radieux. Sept ans que la guerre est terminée. À Tokyo, les gens n'ont plus faim. Et l'ancienne ville meurtrie s'est relevée de façon spectaculaire. Michiko grandit dans une toute nouvelle société. Un modèle imposé par l'occupant. Vivre pour soi, et non plus pour l'armée. Être un citoyen à part entière. Libre de penser et d'exprimer ses idées, de parcourir une presse libre et d'élire un gouvernement. Des droits inédits, acquis grâce à la nouvelle Constitution. Cela nous a fait découvrir que les êtres étaient tous égaux, qu'il n'y avait pas lieu d'obéir à des ordres injustes. Et peu à peu, la notion d'individu a pris du sens pour nous. Je pense que c'était une forme de libération. Les anciens avaient du mal à changer de mode de pensée, mais les jeunes, eux, ont sauté sur ces idées. Les femmes, notamment. Avant la guerre, elles étaient des citoyennes de seconde zone, sous tutelle de leur père ou de leur belle-mère, silencieuses et soumises. Désormais, la Constitution leur accorde les mêmes droits que les hommes. Partout dans le pays, des lycées et des universités ouvrent plus largement leurs portes aux filles. L'éducation des filles est extrêmement importante parce que c'est la démocratisation du Japon qui en dépend en quelque sorte. C'est une population qui avait été écartée avant 1946 de toute sphère politique décisionnelle. Donc il fallait à tout prix démontrer que le Japon avait réintégré cette population dans cette nouvelle sphère politique. Michiko est envoyée poursuivre ses études au très chic Sacré-Cœur, un établissement catholique tenu par des sœurs occidentales. Elle y trouve un terreau riche pour développer sa force de caractère et forger ses convictions. Être entouré d'enseignants étrangers ouvre l'esprit, donne des idées parfois d'indépendance, donne des idées autres que la norme. Il y a cette religieuse en particulier qui n'arrête pas de dire à ces jeunes femmes japonaises qu'elles doivent être indépendantes.
ce qui est révolutionnaire à l'époque. Et elle leur demande de tenir haut le flambeau, quelle que soit leur position plus tard dans la société. Donc en réalité, c'est une éducation très progressiste pour une femme. Incitée à donner son opinion, elle excelle en cours, apprend plusieurs langues, devient présidente du bureau des élèves. Michiko rejette l'idéal féminin de passivité qui a prédominé durant des siècles au Japon. Bien décidée à se choisir un destin. Car en 1955, 10 ans après la fin de la guerre, les Japonais tâtonnent encore. Certes, ils vivent en paix, mais semblent désorientés, comme tiraillés, entre un Japon disparu et un Occident dans lequel on les a fait entrer à marche forcée. Certains Japonais ont été attirés par les valeurs venues de l'étranger. D'autres continuaient à se tourmenter, perdus entre les idées anciennes et nouvelles. Notamment la jeune génération, très inquiète de l'image négative du Japon, vu comme le pays responsable de la guerre. Réussir à surmonter le passé était un enjeu de taille pour beaucoup. Ne sachant pas quelle direction prendre, ils peinent à se projeter, à créer un après-guerre. Michiko, elle, refuse cet immobilisme. Lors d'un concours organisé par le plus grand quotidien du pays, l'étudiante rédige un essai où elle appelle ses jeunes compatriotes à prendre leurs responsabilités. Combien de temps encore devons-nous considérer que les souffrances de la guerre sont notre unique destinée ? Un poète français dit que vivre, c'est renaître un peu, c'est une devise à méditer profondément, pour nous réinventer et bâtir l'avenir en comptant sur nos propres forces. À 20 ans seulement, Michiko est déterminée à jouer un rôle dans cette renaissance, à faire sa part dans ce nouveau Japon qu'il faut construire. Tout comme le jeune prince héritier, Akihito, le fils de l'empereur Hirohito. Il a 1 an de plus qu'elle, et lui sait, depuis sa naissance, que son destin est intimement lié à celui de son pays. Élevé comme le fils d'un demi-dieu, la défaite a brutalement fait de lui un homme parmi les hommes et modelé sa vision du monde à venir. Il a eu peur, Akihito. Il avait 13 ans en 1945. Il ne sait pas ce qui allait se passer. Personne ne savait ce qui allait se passer. Donc, la guerre, il ne veut plus en entendre parler. C'est fini. Pour s'assurer que l'héritier du trône soit compatible avec le nouveau Japon, c'est une tutrice américaine qui se charge de son éducation durant l'occupation. Pendant 4 ans, cette pacifiste convaincue l'initie aux idées libérales et démocratiques. Akihito est encore jeune. Il adhère pleinement. À 22 ans désormais, il sait que beaucoup de Japonais misent sur lui pour incarner une rupture avec son père. Alors, dès son premier voyage à New York, il va donner le ton, quitte à irriter les quelques nostalgiques d'un Japon militariste. En tant que Japonais, j'ai ressenti le désir profond que mon pays puisse rejoindre le plus rapidement possible les Nations Unies, ce symbole de la paix. Akihito veut faire revenir le Japon dans le concert des nations, pacifiquement. Une ambition, un rôle qu'il souhaite partager avec la femme qu'il devra un jour épouser, quitte, là encore, à bousculer les codes. Août 1957.
Michiko Shoda a 22 ans. Comme tous les ans, elle passe l'été à Karuizawa. À l'ombre des pins, c'est là que se retrouvent les privilégiés. Et c'est là que le prince vient en vacances. Karuizawa est un lieu extrêmement convoité. C'est un lieu qui permet la rencontre, que ce soit des familles issues de cette ancienne aristocratie ou alors des nouveaux riches aussi qui viennent ici pour se détendre, pour fuir la chaleur de Tokyo. Le lieu incontournable de la jeunesse dorée, c'est le club de tennis. Michiko en est l'une de ses meilleures joueuses. Akihito ne se doute pas qu'il va devoir l'affronter au tournoi de fin de saison. Le match commence. Prince ou non, Michiko ne cède pas un point et remporte la partie. Un accro au protocole qui enchante le jeune Akihito, ravi qu'on lui résiste. Tout d'un coup, il voit une jeune femme qui est très bien éduquée, qui connaît toutes les us et les coutumes, mais qui en même temps lui fait perdre la face, lui fait perdre au tennis. Alors là, ça l'a un peu surpris, et tout le monde pense, et ça l'a beaucoup amusé surtout. Akihito est frappé par la force de caractère de la jeune femme, par sa ténacité. Une partenaire idéale, selon lui, pour partager le poids de sa future charge. Quelques semaines plus tard, il s'en ouvre à ses conseillers. Malgré son amour pour le prince, Michiko, dont le nom a fuité dans la presse, décline. Là où d'autres se seraient pâmés pour un titre, elle voit le renoncement à sa famille, à une potentielle carrière et à sa liberté d'expression. Ne lui resterait que les waka, ces poèmes japonais qui en disent peu, mais en suggèrent beaucoup. Dans ma paume, le grain d'une mûre posé gracieusement par vous, monseigneur. Ce grain, quel poids! C'est une aliénation de devenir impératrice du Japon. C'est-à-dire, vous vous sacrifiez sur l'autel de la monarchie. Vous abandonnez toute vie personnelle, toute pulsion, tout désir, toute volonté d'indépendance, toute velléité d'exister par vous-même. Cette capacité à dire non renforce la détermination du prince. Il insiste pendant des mois et affronte les oppositions. Car au Japon, le mariage du futur empereur est une affaire d'État. Et Michiko présente un inconvénient majeur. Elle est roturière. Au palais, les gardiens de l'orthodoxie impériale s'insurgent contre cette union, qui serait un déshonneur. Et tout spécialement la mère du prince. Nagako, ancienne grande aristocrate, qui a déjà été privée de ses terres et de sa fortune, refuse cet affront supplémentaire. C'est un sacré coup dur pour l'aristocratie, quand ils réalisent que ce sera bien Michiko et non pas une jeune fille issue de leur rang. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un peu comme le coup de grâce porté à la noblesse. Dans ce rapport de force, Akihito trouve un allié inattendu, son père, Hirohito. L'empereur comprend que ce mariage est une occasion de prouver au peuple que l'institution impériale est réellement entrée dans une nouvelle ère. Michiko, tel un roseau, commence à plier. Elle, qui a appelé sa génération à agir. Elle, qui connaît les ambitions du prince pour le Japon, sait qu'elle a devant elle une opportunité de s'engager corps et âme pour son pays. C'était un défi qui se présentait à elle et je pense qu'elle était assez intéressée par cette vie
assez hors du commun qui allait se présenter à elle. Et elle était amoureuse, ce qui était aussi quelque chose qui donne des ailes quand même. C'est vraiment une résolution. Elle s'est dit, j'ai une possibilité de vivre en tant que femme indépendante, mais si je me consacre à cet homme, nous pourrons peut-être reconstruire un bon pays. En novembre 1958, malgré les contraintes qu'elle connaît, elle accepte de se fiancer. À 24 ans, Michiko Shoda vient de passer de l'ombre à la lumière. Et certains observateurs étrangers ne s'y trompent pas. Le Time écrit ce jour-là, sous cette modestie affichée, gît de l'acier trempé. Au croisement ce jour-là, le chemin que je n'ai pas emprunté, où donc est-il allé ? « 108 caméras, un parcours de 8 km dans les rues de Tokyo, 15 millions de téléspectateurs dans tout le pays. Le mariage d'Akihito et Michiko doit être vu, comme des noces avec le peuple. Nous, le peuple japonais, sommes très touchés de voir que le choix a été fait d'une manière démocratique. Nous, les jeunes, sommes très heureux de voir un acte très moderne. Jamais une union n'avait été aussi symbolique et politique. Dans un Japon où plus d'un mariage sur deux est encore à l'époque un mariage arrangé. Le fait qu'il épouse une roturière est vu comme la traduction même du principe constitutionnel d'égalité. Et le fait que ce soit un mariage d'amour, et non pas un mariage arrangé par les parents, représente l'autre nouveau principe fondamental de cette nouvelle constitution, la liberté. Michiko et Akihito incarnent désormais la modernité. Aux yeux du peuple, mais aussi de l'étranger. C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement japonais, qui décide de faire du couple princier les ambassadeurs de ce nouveau Japon. L'image du Japon dans les années 1950 et même jusqu'au milieu des années 60, c'est une image extrêmement, ternie par les exactions commises pendant la guerre. Tandis que le jeune couple, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, c'est autre chose. Donc on inverse l'image. Le Japon guerrier, le Japon des samouraïs, le Japon sanglant, alors c'est fini. À peine marié, le couple est envoyé en mission. États-Unis, Inde, Éthiopie, mais aussi Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Il faut s'afficher aux côtés du monde libre. Dans cette reconquête diplomatique et médiatique, Michiko se révèle un atout considérable aux côtés d'Akihito. Elle est jeune, elle est belle, elle est cultivée et parle anglais. Elle devient un pivot de la promotion de ce nouveau Japon. À l'étranger, Michiko avait l'occasion d'être respectée comme une personnalité à part entière. Elle pouvait s'enrichir par différentes expériences et elle pouvait satisfaire son envie de travailler et d'être utile. Je pense qu'en dehors du Japon, Michiko avait plus d'occasions de vivre pleinement son rôle et sa destinée. Partout où il passe, le couple séduit. Par son humilité et son dynamisme. Peu à peu, le Japon retrouve sa place dans toutes les instances internationales et devient un allié sympathique et fréquentable.
Et lorsqu'en 1964, la flamme olympique fait son entrée dans le stade de Tokyo, les Japonais savourent cette respectabilité retrouvée. Pour Michiko, ses contacts avec l'étranger sont une bouffée d'oxygène. Loin du palais, de son carcan rigide qu'elle découvre et qui l'étouffe. Loin du très strict protocole. Cette agence de la Maison impériale n'a qu'une seule mission. Ce n'est pas d'évoluer, ce n'est pas de suivre le cours de l'histoire, ce n'est pas d'avancer avec son temps. C'est de rappeler la tradition et de l'incarner au quotidien. Tout est codifié. Ce qu'elle doit dire, quand elle doit le dire, où s'asseoir. Petit à petit, elle a quand même imposé son image, petit à petit, mais très difficilement. Donc, c'était une aventure, un défi. Soutenue par Akihito, elle réussit un premier tour de force, garder son fils près d'elle. Alors que la tradition voulait que l'héritier du trône soit élevé par les tuteurs de la maison impériale, loin de sa famille. Les médias raffolent de ces images d'une princesse accessible, qui n'hésite pas à se mélanger aux autres parents de l'école. D'une mère épanouie, à la tête d'une famille qui s'agrandit. Grâce à ce style inédit, la famille impériale devient populaire. Alors que l'empereur, lui, ne suscitait que respect et indifférence polie. Avant-guerre, peu importait que le peuple soutienne ou non l'empereur, puisque la Constitution lui assurait le pouvoir de façon absolue. Mais avec la nouvelle Constitution, celle d'après-guerre, l'empereur n'existe que grâce à la volonté du peuple. Ils savent parfaitement que leur survie dépend de leur capacité à maintenir ou non un haut niveau de popularité. Et une des choses qui donne tant de valeur à Michiko, c'est qu'elle a compris comment toucher le peuple. Ce que Michiko comprend, c'est que pour être populaire, il faut être au diapason de la société. Or, à partir des années 60, le Japon se métamorphose. Les campagnes se vident. Le Japon agricole doit disparaître peu à peu, au profit d'un Japon industriel et urbain. Rapidement, Tokyo devient la ville la plus peuplée au monde. Des bataillons de jeunes Japonais affluent vers les entreprises de la capitale. Pour favoriser cette conquête économique, le gouvernement décide de révolutionner le quotidien des Japonais. Des centaines de cités sortent de terre. On doit y vivre désormais à l'occidental, en couple, avec 1 ou 2 enfants, et non plus à 3 générations sous le même toit. Ce modèle de la classe moyenne, calqué sur les États-Unis, est présenté comme un idéal à atteindre. Et quoi de mieux qu'un couple princier pour promouvoir ce nouveau style de vie ?
Il fallait absolument rendre visible ce nouveau modèle familial auprès de la population. Le fait que les médias aient relayé ce genre de visite, cela permettait à la population de se projeter sur le chemin à prendre. Quant à la famille impériale, cela lui permettait de renforcer profondément son lien avec les Japonais. Et dans cette révolution en marche, chacun a son rôle à jouer. Les hommes deviennent des salarymen, soldats du travail, qui servent leur pays au travers de leur entreprise. Les femmes, elles, investissent leur nouveau foyer. Un luxe par rapport aux générations précédentes, cantonnées au travail des champs, sous la coupe d'une belle-mère. Les enfants, l'achat d'une maison, l'investissement de l'argent, ou tout l'aspect matériel était entre les mains des femmes. Ça n'est absolument pas vécu comme une forme de mépris du statut de la femme. Au contraire, c'est une valorisation de la femme. Donc les femmes participent à l'essor économique de cette façon-là. Ça leur permet de soutenir le mari et de soutenir indirectement l'économie japonaise. Là encore, Michiko perçoit le changement et tient à rester dans le ton de l'époque. La princesse se fait construire une cuisine et pose telle une parfaite ménagère. Toutes les ménagères à travers le Japon regardent ça et se disent « Oh, mais la princesse est vraiment comme nous. Elle est une des nôtres et tout le monde est égal dans ce Japon d'après-guerre. » Tout le monde est égal parce que tout le monde utilise le même électroménager. Convaincus d'appartenir tous à un seul et même groupe, unis par une même ambition nationale, les Japonais se lancent alors dans une course effrénée à la croissance. Le Japon produit. Le Japon exporte. En 1968, l'archipel devient la deuxième économie mondiale, juste derrière les États-Unis. 30 ans de prospérité, de consommation et de loisirs. C'est ce Japon conquérant, à son apogée, qu'Akihito et Michiko incarnent dans les années 70 puis 80. Mais le pays va brutalement vivre une rupture majeure, au moment même où le couple princier doit embrasser pleinement son destin. Eux, qui depuis 30 ans, n'étaient que les héritiers du trône. Pour honorer les kami, en 2 gestes antiques à pérenniser, vous allez accomplir le shunsai. Ô Majesté, je vous vénère. Janvier 1989. Hirohito meurt à 87 ans. Il a beau avoir régné sur la pointe des pieds depuis la fin de la guerre, cela restait l'empereur. Leur empereur. Le jour même, à 55 ans, Akihito lui succède, et le nom de la nouvelle ère est annoncé officiellement au peuple japonais. Heisei, l'accomplissement de la paix. Désormais, le calendrier repart à l'an 1. Comme à chaque début de règne, depuis près de 1400 ans. Car le Japon a beau être devenu une démocratie moderne, le maître du temps reste toujours l'empereur.
C'est incroyable, on change les calendriers. C'est-à-dire que la manière de compter le temps évolue en fonction de la dynastie et des règnes des différents empereurs. Cela aide à maintenir une forme d'identité japonaise, distincte du reste du monde. Vous savez, c'est une forme de nationalisme doux. Le quotidien d'Akihito et Michiko vient de basculer. Désormais, chacun de leurs mots, chacun de leurs gestes aura une résonance décuplée. Bien plus encore qu'en tant que prince et princesse. Pourtant, loin de les freiner, ce nouveau statut de couple impérial va les encourager à imposer leurs idées, leur style. Celui qu'ils ont rodé durant 30 ans, en coulisses. Ils disent que le rôle de l'empereur est censé être entièrement passif. Il est juste censé se comporter comme un robot. Mais le problème, c'est que c'est tout simplement impossible. Et cela ne correspond pas non plus à la vision qu'a l'empereur de son rôle. Lui veut agir. Il va adopter une interprétation très active du rôle de symbole national. Quitte parfois à jouer avec les limites, à contourner le carcan constitutionnel, notamment en termes de politique étrangère. D'autant qu'à cette époque, le monde est en pleine effervescence. Le monde s'apprête à sortir de la guerre froide. Un vent de réconciliation que ce couple aimerait voir souffler sur le Japon. Car 45 ans après la fin de la guerre, les voisins asiatiques attendent toujours des excuses officielles pour les souffrances endurées et les crimes commis par l'armée d'Hirohito, comme l'Allemagne l'a fait en Europe. Mais au Japon, certains dénoncent une amnésie. Les médias, la littérature et le cinéma en parlent à peine. À l'école, le sujet est soigneusement évité. Comme si 2 bombes atomiques avaient remis les compteurs à zéro. Hiroshima, c'est un crime de guerre, sauf qu'il n'a jamais été jugé puisque les Américains étaient les vainqueurs. Donc il y a ça au Japon aussi qui perdure. Cette idée que, oui, bien sûr, on a commis des crimes de guerre sur le continent, mais on n'est pas les seuls. Donc il y a une forme d'irresponsabilité totale, et ça, évidemment, les Chinois, les autres, ont du mal à accepter, ça c'est sûr. Pacifistes convaincus, Michiko et Akihito sont persuadés, eux, que le Japon doit se confronter à son passé, pour éviter qu'un jour l'histoire ne se répète. Je ne peux effacer de ma mémoire les souvenirs de la guerre. Peu à peu, les survivants disparaissent, les plus anciens, ceux qui ont vécu profondément la guerre dans leur chair. Je suis de plus en plus convaincue que les générations à venir ne doivent pas mettre de côté cette question de la guerre et de la paix. Si Michiko ne peut utiliser que sa plume, Akihito, lui, peut parler haut et fort. Le tout nouveau souverain multiplie les déplacements en Asie du Sud-Est. Comme ce voyage en Chine qu'il s'apprête à faire. L'occasion de dire ce qui doit être dit. L'empereur Akihito en avait marre que tout le monde veuille couper les cheveux en 4. Alors qu'il préparait la déclaration qui devait être faite en Chine, les officiels du ministère des Affaires étrangères essayaient de trouver des formules aussi vagues que possible. Alors que lui, personnellement, voulait faire des excuses et utiliser des mots forts et très clairs. Sauf qu'au Japon, des extrémistes, farouchement opposés au système impérial, s'attaquent physiquement à l'empereur et sa femme. Les nationalistes et l'extrême droite, eux, enragent à l'idée qu'un empereur s'abaisse à demander pardon. C'est donc dans un climat extrêmement tendu que le couple arrive en Chine. Jamais un empereur n'avait été invité à venir fouler la Grande Muraille.
Et si les autres sont souriants, tout le monde espère que le symbole du Japon présente un visage humble et contrit pour les millions de morts chinois causés par l'occupation japonaise. Le soir du banquet officiel, tout le monde attend le discours d'Akihito. この両国の関係の長きにわたる歴史において、我が国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとするところであります。Le mot excuse n'est pas prononcé, mais ces quelques termes choisis et subtilement glissés indiquent clairement à ses opposants qu'il ne se laissera pas impressionner quand il s'agit d'apaiser les blessures de l'histoire. Cette diplomatie du pardon, Michiko l'incarne elle aussi. En Asie comme en Europe, où les familles des anciens prisonniers des camps japonais dans le Pacifique attendent toujours réparation. Chaque fois, elle s'incline. Chaque fois, elle se courbe. Durant des années, ils vont tenter de réveiller les consciences. En 1995, Michiko et Akihito vont entendre pour la première fois un premier ministre japonais prononcer officiellement un mot que tous les précédents gouvernements avaient tu. Dans l'espoir qu'une erreur de ce genre ne soit plus commise à l'avenir, je regarde, dans un esprit d'humilité, ces faits irréfutables de l'histoire. J'exprime ici, encore une fois, mes sentiments de profond remords et prononce des excuses venant du fond de mon cœur. Faire bouger les lignes en douceur. Montrer publiquement une profonde empathie avec l'autre, qu'il soit étranger ou japonais. Ce style humble, que le couple impérial tient à afficher depuis qu'Akihito est monté sur le trône, irrite. Tout comme cette présence constante de Michiko aux côtés de l'empereur. Les tabloïds s'acharnent contre elle, pendant des mois. Trop dépensière, trop autoritaire, trop influente au sein du palais. Une campagne qui vient relayer en réalité une critique de fond chez les plus conservateurs. Michiko prendrait trop de place. Au début, elle a joué le rôle que l'on attendait d'elle. Une femme japonaise classique qui acceptait de partager sa vie avec un prince pour le soutenir de façon dévouée. Mais étant par nature indépendante, au fil du temps, elle a commencé à exprimer ses propres opinions. Le bashing contre elle était entretenu par cette logique japonaise qui veut que les femmes doivent surtout mettre les hommes en avant. Donc l'impératrice doit mettre l'empereur en avant. Michiko réfute les critiques. Inédit, au sein du palais tout comme dans la culture japonaise. Le fait de se faire remarquer, c'est très très mauvais. Otare takugi, c'est le clou qui dépasse. Et le clou qui dépasse, c'est la personne qui justement est différente, qui explique et qui discute et qui argumente. C'est très très mal vu. Atteinte par ces attaques répétées et très affaiblie, Michiko finit par quitter Tokyo. Elle, qui a pourtant tant donné à la couronne, est en état de choc. Elle perd sa voix le jour de ses 59 ans. Pendant 4 mois. Est-ce une réalité, ma voix qui m'a quittée? Hélas, je puis seulement porter mes yeux vers la pleine lune. Il m'arrivera plus tard d'y penser encore.
Certains ont voulu la faire taire et l'isoler. En réponse, Akihito ne quitte pas sa femme durant ses mois de convalescence. Michiko est sa part non négociable, et il ne compte pas changer de cap. Ces deux personnalités réfléchissent mûrement, et les fruits de réflexion, c'est-à-dire leurs décisions, sont inébranlables. Une fois que la direction a été fixée, ils continuent à suivre le chemin jusqu'au bout. Contrairement à ce qu'espéraient ses détracteurs, l'impératrice se relève, persévère. Cette capacité à résister accroît encore un peu plus sa popularité, dans un pays où l'effort et l'abnégation sont érigés en vertus cardinales. D'autant que le Japon est confronté lui aussi à des défis et des drames. En 1995, un séisme ravage Kobe et sa région. Plus de 6400 morts, 44 000 blessés et 250 000 bâtiments détruits. Akihito et Michiko décident de se rendre au plus vite sur le terrain, d'être aux côtés des victimes. L'impératrice n'hésite pas à s'agenouiller, à réconforter. Une proximité qu'elle a choisi d'adopter dès son mariage et qui, peu à peu, a fini par symboliser le couple. 35 ans plus tôt, Akihito gardait une distance pudique face aux plus démunis. Désormais, il n'hésite pas à copier ce style. Inédit pour un empereur. Même si elle fait extrêmement attention à ce que les projecteurs restent braqués sur l'empereur, son rôle est tellement important. Cela va bien au-delà d'être mère et épouse. Lorsqu'il s'agit de tendre la main aux membres les plus vulnérables de la société, c'est réellement Michiko qui veut le faire plus que toute autre chose. Car dans ce Japon de la performance, il ne fait pas bon d'être faible. Michiko, à contre-courant, tient à braquer les projecteurs sur ceux qui sont laissés sur le bas-côté. Les handicapés, les malades, les personnes âgées, ou encore les lépreux internés de force jusqu'en 1996. Jamais de déclaration fracassante, mais dans un pays où l'on suggère, où l'on sous-entend tout en subtilité, une simple présence ou quelques mots suffisent, surtout quand on a une telle notoriété. La raison pour laquelle le couple impérial va voir les faibles au niveau social, c'est d'abord pour que la population soit au courant de l'existence de ces personnes et pour l'inciter à les aider. C'est un message envers toute la population japonaise. D'autant qu'après les années de croissance triomphante, le Japon des années 90 et 2000 s'enfonce peu à peu dans la crise. Les Japonais, qui avaient embrassé comme un seul homme la cause du libéralisme, sont stoppés net dans cette croissance qu'ils pensaient sans fin. C'est tout leur modèle de société qui vacille. Le pays faisait partie des nations les plus développées au monde, mais brutalement tout s'est arrêté. Et aujourd'hui, les plus faibles ne bénéficient même plus du minimum vital. Ceux qui n'ont pas su s'adapter sont abandonnés.
Au Japon, il n'y a pas ces valeurs de charité, d'aider les personnes démunies, etc. Au Japon, on a un regard très froid vis-à-vis des SDF ou vis-à-vis des personnes au chômage. Ce sont des paresseux, ce sont des gens qui s'ils se remuaient, ils ne seraient pas là où ils sont. Ce Japon de la pauvreté que personne ne veut voir, ni montrer. Michiko veut en parler, même si c'est à mot couvert. Quelques phrases reprises par les grands titres du pays. Les personnes ont perdu leur emploi, leur maison, ou n'ont plus les moyens de poursuivre leurs études. De nombreux diplômés qui devaient être embauchés n'ont pas trouvé de travail. Ce sont ces difficultés rencontrées par la population qui m'inquiètent le plus. Malgré le poids des années, la détermination de ce duo réformateur reste intacte. Et plus ils bousculent les codes, plus ils cherchent à éveiller les consciences, plus les Japonais les soutiennent. Au sommet de leur popularité, Akihito va pourtant prendre une décision radicale, prenant tout l'archipel de court. Sur vos épaules, glisse la lumière d'un début de printemps. Délicate et légère. Quel lourd fardeau vous avez porté, sans jamais vous plaindre. « 8 août 2016. Dans la torpeur de l'été nippon, Akihito décide de s'adresser directement à la nation. L'empereur de 82 ans évoque la lourdeur de sa tâche face aux années qui passent. Le Japon vieillit, lui aussi. Akihito abdique en faveur de son fils aîné. Une première depuis 2 siècles. Son mari quitte le trône. Michiko doit, elle aussi, se retirer. Plus que jamais, elle compte sur son fils et sa belle-fille pour protéger les valeurs qu'elle a portées durant 60 ans, mais qui restent très fragiles. Alors qu'elle a incarné le pacifisme, certains Japonais sont tentés de renouer avec le nationalisme et le militarisme. Alors qu'elle a favorisé l'émancipation des femmes dans leur foyer, les Japonaises doivent encore trop souvent sacrifier leur carrière pour fonder une famille. Alors qu'elle a tenté d'ouvrir le peuple nippon à la différence, l'archipel peine encore à intégrer certains de ses citoyens les plus faibles. Face à ces nouveaux défis et à ces divisions, le Japon du XXIe siècle doit une nouvelle fois se réinventer. Mais un symbole les unit toujours. La maison impériale. Une institution ancestrale, renforcée grâce à une femme, que rien ne prédestinait à accomplir ce destin. 自らも国民の一人であった皇后が私の人生の旅に加わり60年という長い年月皇室と国民の双方への献身を真心を持って果たしてきたことを心からねぎらいたく思います。Elle est un modèle pour nous, un guide. Elle nous a fait réaliser que l'on pouvait agir.
Elle nous a appris à voir les choses avec un angle plus large. On a tendance à avoir une vision étriquée. Elle voit tout avec un cœur plus ouvert. Elle a dû affronter beaucoup d'épreuves. Sans doute se sent-elle plus légère désormais. Michiko. Une force tranquille. Un mélange subtil d'audace et de tradition.